Bonjour, bienvenue pour cette édition spéciale Blé tendre. Au sommaire de cet Arvalis Mag, on fait le bilan de la production française actuelle. Quels sont les atouts de la France pour la culture du blé tendre? La réponse avec Pierre-Olivier Drège de la GPB. Des atouts certes pour le blé tendre, mais les producteurs français doivent composer avec un contexte économique instable et des contraintes réglementaires toujours plus strictes. Nous analyserons ces différents facteurs de vulnérabilité et les solutions à y apporter. Focus particulier sur l'environnement qui prend de plus en plus de place dans les préoccupations des producteurs. Nous verrons ainsi les impacts du changement climatique sur les cultures et les moyens mis à disposition pour produire plus respectueusement. Le chiffre de cette édition nous projettera jusqu'en 2020 où nous constaterons des besoins toujours plus importants en blé tendre. Zoom sur la nutrition azotée du blé tendre et les recherches pour améliorer les performances des variétés. L'invité de cette édition est Bertrand Ney, professeur d'écophysiologie à AgroParisTech. Il nous parle de ses recherches pour améliorer la résistance des plantes aux pathogènes. Enfin, découvrez en bonus la bande-annonce d'un événement à ne pas rater, les Culturales 2011. En France, les rendements de blé tendre ont connu une forte progression d'un quintal par hectare et par an jusqu'à la moitié des années 90. Depuis, l'Hexagone connaît une stagnation de ses récoltes qui s'évalue en moyenne autour de 71,4 quintaux par hectare et par an. Une situation paradoxale étant donné les nombreux atouts de la France. Par rapport aux grandes zones productrices de blé et qui sont également des grandes zones exportatrices comme l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, l'Argentine, l'Australie, l'Ukraine, la Russie, ce sont tous des zones à climat continental extrêmement heurté, extrêmement variable d'une année à l'autre. Au contraire, notre zone de l'Europe de l'Ouest et singulièrement la France est une zone au climat d'influence océanique et donc où nous avons une régularité beaucoup plus forte dans notre production. Avant même de recourir aux mécanismes comme le marché à terme, la stabilité du climat permet de mieux réguler les coûts et les productions. Produire de façon régulière, bien sûr pour notre propre marché, nos propres besoins, mais aussi pour la demande de populations extrêmement proches du bassin méditerranéen, d'Afrique du Nord, qui est la zone la plus importante au monde, importatrice de blé, qui en a besoin compte tenu de l'augmentation de sa population et qui n'a pas les moyens et qui n'aura pas les moyens dans le futur, compte tenu du climat de ces zones, de produire suffisamment pour ses propres besoins. Mais ces atouts ne doivent pas occulter les désagréments que rencontre la filière. La variabilité et la fluctuation des marchés sont un handicap pour les producteurs de blé tendre et non le seul. On est dans un contexte réglementaire qui va vers une diminution des filets de sécurité, la baisse des aides avec les différentes réformes de la PAC. Et enfin, on a une évolution aussi de la production en tant que telle et des contraintes de production. La variabilité et la fluctuation des marchés sont un handicap pour les producteurs de blé tendre. Conséquence de cette situation, une augmentation de la vulnérabilité des exploitations et donc du risque, couplée avec un manque de visibilité à court et moyen terme. Pour pallier ces problèmes, les producteurs doivent faire évoluer leur mode de gestion. Il y a deux modes de gestion possibles. Le premier, c'est déjà la gestion technico-économique interne à l'exploitation. Donc, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et le deuxième, c'est est-ce qu'on peut avoir recours et à disposition des outils de gestion de risque chiffre d'affaires, que ce soit en gestion interne ou que ce soit en matière d'outils de gestion, il n'y a pas de solution miracle. Sur les outils de gestion chiffre d'affaires, l'aide directe en matière de filet de sécurité, ça reste quand même la chose la plus intéressante. Bon, après, il faut qu'elle ait une justification. L'arbitrage des prix, c'est aussi quelque chose d'important. Et l'épargne de précaution aussi. Dans tous les cas, il y a toujours un risque d'entreprise, comme dans n'importe quelle entreprise, et ça, il faut que le producteur il soit prêt à l'assumer et à passer une ou deux mauvaises années pour continuer à vivre. Autre risque à prendre en compte, les phénomènes liés au changement climatique. Si l'on prend la canicule de 2003, il s'agit d'un événement qui devrait en temps normal se produire une fois toutes les millions d'années. Si on tient compte du fait qu'il y a changement climatique, c'est quelque chose qui arrive plutôt une fois tous les quelques milliers d'années. Même une modification infime du climat, donc de l'ordre de 1 degré en moyenne, ça implique des augmentations de probabilité de phénomènes extrêmes de plus de 1000 fois, donc ce qui est quand même très conséquent. Or, le climat il va continuer à changer pendant une cinquantaine d'années, visiblement. Donc, tout au long de cette période, on va toujours être en train de faire face à des phénomènes extrêmes qu'on n'a jamais pu étudier, qu'on n'a jamais pu connaître. Donc la gestion de risque aujourd'hui, elle doit faire face à la gestion du risque inconnu.
Se préoccuper de l'environnement, c'est prendre en compte le changement climatique, mais également l'utilisation modérée des produits phytosanitaires. La recherche et le développement agricole se sont intéressés au système de lutte alternatif. Il passe par de l'agronomie, c'est clair. Donc, essayer d'éliminer les sources d'inoculum, les sources de contamination. Il passe aussi par la lutte génétique. On a potentiellement des ressources disponibles au niveau des variétés pour limiter le recours à l'utilisation de fongicides. Il passe aussi par l'innovation. Demain, on aura peut-être accès à d'autres types de produits de protection des plantes et on peut penser aux produits de biocontrôle. Ça peut être des micro-organismes de type bactéries ou champignons donc qui sont utilisés pour lutter contre d'autres bioagresseurs. Ça peut être aussi, si on élargit la définition, des produits, des extraits de plantes destinés à stimuler les défenses naturelles des plantes elles-mêmes. On appelle ça les SDN ou SDP. 1 000 millions de tonnes de blé tendre, c'est selon un rapport de la FAO les besoins de la population mondiale en 2020. Pour satisfaire cette demande, la production mondiale devrait progresser à un rythme de 2% par an. Or, le rythme actuel n'est que de 0,9% et le rendement plafonne dans la plupart des pays, notamment en Europe. Le challenge pour les prochaines années à venir sera donc de produire plus dans un contexte d'agriculture durable et respectueuse de l'environnement. La génétique sera sans doute une des pistes d'exploration pour répondre à cet enjeu. Zoom sur la nutrition azotée du blé tendre. Les producteurs doivent faire face à une double contrainte. Le prix des fertilisants azotés ne cesse d'augmenter. Et le contexte réglementaire, notamment la directive nitrate, les oblige à diminuer les intrants et ainsi leur impact environnemental. Arvalis, Institut du végétal, en partenariat avec l'INRA, a donc développé un programme d'études afin d'améliorer les performances des blés tendres. Une des pistes de recherche, la sélection variétale. Donc on a identifié maintenant un certain nombre de gènes ou de régions chromosomiques du blé qui interviennent dans cette efficacité d'utilisation. Et donc on en est à ce point-là, on va chercher maintenant à valider ces régions et après à comprendre mieux quels sont les facteurs génétiques qui expliquent ces différences. Et donc après, pour progressivement pouvoir intégrer ces résultats dans les programmes de sélection. Si on regarde l'évolution de l'efficacité d'utilisation de l'azote, en France par exemple, on s'aperçoit qu'elle a été améliorée du fait de la sélection. Pour de meilleurs résultats, les recherches ont porté sur 3 échelles de temps. Une échelle de temps à court terme, à l'échelle de la campagne culturale. Une échelle de temps, on va dire, à moyen terme, qui se met à l'échelle de la rotation, dans laquelle le blé tendre est inclus. Et une échelle de temps à plus long terme, donc de 5 à 10 ans, vers même des échelles très, très éloignées, 50 à 100 ans, pour voir comment vont évoluer l'influence des systèmes de culture et des pratiques culturelles sur la nutrition azotée du blé. On commence à voir un certain nombre de résultats à l'échelle des systèmes de culture où l'utilisation de couverts intermédiaires à base de légumineuses, donc soit en pur quand c'est autorisé, soit en mélange, permettent d'augmenter les fournitures d'azote à la culture suivante. Alors selon les systèmes, selon les régions, on va d'une augmentation de 5 à 35% quand même des fournitures d'azote. Notre invité, Bertrand Ney, professeur d'écophysiologie à AgroParisTech, présente ici les recherches qu'il a menées pour améliorer la résistance des plantes aux pathogènes. Nous avons une très longue tradition de travail avec Arvalis. Nous avions pensé à l'époque qu'il fallait absolument travailler avec les organismes de recherche-développement pour essayer de co-construire et pour arriver à l'objectif d'améliorer les plantes vis-à-vis de ces agents pathogènes et de trouver des variétés innovantes et des techniques culturales qui puissent être à même de mieux tolérer les agents pathogènes. Pas complètement de résister, mais de mieux tolérer. On est parti de l'hypothèse que le peuplement végétal donc, a une structure. Il y a un état physiologique des organes, il y a un état de développement de la plante, et puis il y a une construction géométrique de l'ensemble de cette affaire-là. Et donc on est parti de l'hypothèse que ça pouvait avoir un impact sur la maladie. On change l'éclairement, on change l'humidité, on change la température. Et donc, en changeant cette température, la plante met au point des mécanismes de changement de son environnement pour gêner le pathogène. Une fois qu'on a trouvé le couvert idéal qui gêne le pathogène, eh bien,
comment est-ce qu'on le construit. On fait de la modélisation, et puis après on regarde les variables qui sont importantes et celles qui ne le sont pas, avec ce qu'on appelle en écologie des traits de fonctionnement. Et puis après, on dit aux sélectionneurs, ça serait pas mal de construire ce couvert-là avec des variétés. Ils savent le faire, puisque maintenant on a des moyens pour faire de la sélection. Et on a l'ambition, on a caressé le rêve de faire de la sélection assistée par modèle, c'est-à-dire de faire ces analyses de sensibilité. Les 22 et 23 juin se tiendront les Culturales 2011. Découvrez ici la bande-annonce. Les Culturales 2011, un rendez-vous incontournable pour optimiser les performances économiques et environnementales de votre exploitation. Vous êtes producteur de grande culture. Pendant 2 jours, vous trouverez les réponses à toutes vos interrogations. Comment valoriser votre potentiel sol? Comment gérer les intercultures et améliorer l'efficience des engrais? Comment mettre en œuvre un désherbage durable? Quelles sont les nouvelles voies pour la protection des plantes? Quelles sont les nouvelles technologies disponibles? Quelles sont les dernières innovations de la génétique? Comment produira-t-on en 2025? Préparez votre visite sur le site lesculturales.com. En 2011, les partenaires des Culturales aux côtés d'Arvalis sont encore plus nombreux. 6 instituts de recherche, les chambres d'agriculture et 20 coopératives et négociants s'associent pour vous offrir le meilleur de leurs conseils. Rendez-vous sur Arvalis TV pour découvrir l'intégralité des interviews réalisées à l'occasion du colloque Blé tendre organisé par Arvalis Institut Végétal qui s'est tenu le mercredi 16 mars 2011.